Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre de Champions, l'émission omnisport mensuelle du groupe Nice Matin qui donne la parole aux acteurs du sport azuréen. Et avec moi pour m'accompagner sur ce plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Vivien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, mais pas n'importe quel cyclisme, parce que notre invité c'est Luca Martin, cycliste niçois, spécialiste du cross-country, VTTiste également. On peut l'appeler comme ça. Bonjour Luca et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Et c'est Romain qui va te présenter pour donner un petit peu les grandes lignes de ton CV. Merci déjà de venir sur ce plateau. Donc Luca, tu as 23 ans, tu es né à Nice et tu es VTTiste professionnel au sein de l'équipe Cannondale, licencié au club de Nice Métropole Côte d'Azur. Alors tu es issu d'une famille de cyclistes depuis plusieurs générations. Ton arrière-grand-père a disputé le Tour de Catalogne. C'était un peu dans les gènes, et même si tu as fait du judo et de la motocross pendant ton enfance, le VTT est venu très rapidement à toi. À 6 ans, tu es licencié au club de Tourette-Levens. Et j'ai cru comprendre que tes parents t'avaient réorienté vers le VTT parce que la motocross trouvait ça trop dangereux pour toi. C'est ça ? Oui, c'est un super bon résumé. C'est vraiment rigolo quand j'entends ça, parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et oui, mes parents m'ont directement dit, voilà, le VTT, c'est un peu moins dangereux que la motocross. Et j'en faisais beaucoup dans le jardin, du vélo avec des seaux avec des palettes. Voilà, c'est vrai que j'avais un peu custom le jardin. Et donc, naturellement, je suis allé au club de Tourette-Levens, où après, mon papa s'est investi personnellement. Il a pris la présidence du club, il a vachement aidé les jeunes de la région. Et après, on a réussi à fonder aussi un team avec la métropole de Nice, avec Fred Chenu, qui est aussi un élément, un pilier un peu dans mon évolution. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et donc, très rapidement, tu vas te faire un nom dans le milieu parce que tu vas décrocher les titres départementaux, régionaux et même nationaux depuis les cadets. Ça commence en 2017. Ensuite, tu les enchaîneras tous, junior, espoir. Espoir, dont un remporté à Levens, pas très loin de chez toi. Ça a dû être un peu marquant. Et cette année, tu fais le doublé chez les élites, short track et cross country. Ça aussi, tu as marqué les esprits cette année avec ce doublé inédit. Ouais, c'est un doublé inédit parce que voilà, je suis à première année élite et c'est vrai que j'en avais déjà fait un en cadet première année. J'étais cadet première année et cadet deuxième année. J'étais le premier Français à avoir réalisé ce résultat. Donc c'est vrai que c'est assez extraordinaire de faire ça. Mais j'ai quelque chose avec ce maillot. C'est vrai que j'apprécie énormément. C'est ma nation. Et c'est quelque chose de fondamental pour moi de représenter la France parce que c'est niveau mondial quand encore j'étais aux États-Unis et au Canada, c'est une grande fierté de mettre ce maillot. C'est vrai que c'est un peu unique. Alors sur la scène internationale, c'est quasiment la même réussite. Tu as eu 2 médailles d'argent au championnat du monde junior. Tu es recruté par Orbea dès tes 18 ans, qui est une des plus grosses teams mondiales. Et puis en 2024, c'est le titre mondial chez les espoirs. Alors là, c'est la dernière marche avant les élites. Cette année 2025, première saison chez les élites, et tu termines 3e de la Coupe du Monde en remportant une manche CTOG au mois d'août. C'est un super CV à seulement 23 ans. Oui, quand on l'entend comme ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est jamais assez. On en veut toujours plus. Mais voilà, c'est vrai que ce titre de champion du monde U23, j'ai mis du temps à le gagner. J'ai eu beaucoup de défaites avant cela. Ça a été assez long. Voilà, en junior, j'ai jamais été. C'était toujours prêt. J'ai eu quelques problèmes mécaniques, des chutes, et c'était quelque chose que je voulais absolument. Et donc de finir espoir, parce que voilà, il y a 4 années en espoir, de finir avec ce titre, c'était juste merveilleux et ça m'a permis d'ouvrir des portes. Voilà, j'ai pu après signer avec Cannondale. Je cherchais toujours ce changement un peu de... Voilà, je sens que mon corps, il évolue tout le temps, mais je sentais qu'il me manquait une clé dans ma réussite, dans la performance. Et avec Cannondale, on a mis un peu les bouchées doubles au niveau des entraînements. J'ai appris des nouvelles choses. C'est vrai qu'on roule à plusieurs allures différentes. Là, j'ai fait beaucoup de zone 2, zone 3 pour que les gens connaissent un peu des efforts assez soutenus en endurance. Et mes entraîneurs m'ont toujours bridé et ça m'a toujours un peu énervé parce que je ne pouvais jamais forcer comme je voulais à l'entraînement. Je me suis toujours senti, bon, ils vont me lâcher un peu. Voilà, je veux rouler vite. Et cette année, ils m'ont dit, OK, ben là, tu vas rouler vite. Et j'ai roulé vite à l'entraînement. Okay. C'était dur, parce que le corps, il a mis du temps à s'adapter. Mais voilà, après, il y a eu des résultats exceptionnels. Au mois de juin, juillet, j'ai vraiment senti un déclic au niveau de la performance. Au niveau des résultats des Coupes du Monde, c'est vrai que j'ai eu une très belle évolution. Quand on voit le schéma, on a fait un petit schéma avec le team où
je commence 40e au Brésil et voilà 20e, 10e à Nové Mesto, 7e à Leogang, et on voit vraiment cette évolution-là qu'on voulait avoir, c'était l'objectif de la saison. Donc c'est chouette parce que ça arrive pas d'un coup et c'est vraiment tout le travail en amont qui a payé. Justement, cette saison, elle a terminé depuis mi-octobre. Comment sont composées tes journées, tes semaines sur une période un peu plus creuse comme celle-là? Est-ce qu'on a déjà basculé à 100% sur la préparation de la suite? Est-ce qu'on alterne quand même avec de la récup parce que les saisons sont denses? Voilà, comment tu t'occupes en ce moment? Au ce moment, je suis plutôt normalement, je devrais plutôt être relâché, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de relâcher prise après presque 183 jours avec le team, à droite et à gauche, sur des camps d'entraînement, sur des courses. Je passe beaucoup de temps avec ma famille parce que pour moi c'est le pilier de tout, c'est vraiment la base de la vie, de profiter au maximum. J'essaie de marcher, courir, même si j'ai fait 3 semaines complètement off. J'ai un petit peu marché, hein, voilà, mais Pause VTT, mais un pause petit peu VTT, ouais. voilà, et j'ai fait beaucoup d'e-bike. Mais là, on recommence à reprendre tranquillement parce que on s'était fixé, donc je crois que c'était du 10 octobre au 17 novembre, une période plutôt calme, avec une reprise très progressive. Donc, parce qu'il faut continuer à récupérer jusqu'au, je pense, il faut que j'arrive à récupérer jusqu'au 25 décembre. Mais tout en s'entraînant, en allant à la piscine, en marchant, en faisant des vélos, des sorties de vélo, mais très cadrées. J'ai des zones à respecter de fréquence cardiaque, de puissance. Le corps est vraiment fatigué, quoi. Il faut profiter de ces périodes de récup pour pas en faire trop. C'est ça, on crée des déséquilibres musculaires aussi au niveau du dos, au niveau de tout cela, parce que voilà, les Coupes du Monde, ça demande, c'est 1h15, 1h20 d'effort, mais c'est tellement intense, on sait très bien, voilà, à chaque fois on va chez l'ostéo avant, après, et il y a tout qui bouge, le corps, on va à 100%, donc même plus, 110% je dirais. Et tu analysais ta saison avec une progression assez linéaire sur la saison à proprement parler. Globalement, on peut quand même dire que ton adaptation à ce très haut niveau a été assez rapide. Comment toi tu l'expliques? Alors oui, il y a eu ces titres, ces podiums et ces belles perfs chez les jeunes, donc tu n'arrives pas nulle part pour les gens qui suivent ce haut niveau. Malgré tout, on dit des fois que c'est une étape supplémentaire et qu'il faut la digérer. Toi, pour le moment, la digestion, elle s'est plutôt bien passée. Oui, je pense que la clé, ça a été la régularité et le suivi aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup de monde qui me suit autour de moi et l'entraîneur est très important. Les entraîneurs, parce qu'aujourd'hui j'en ai deux qui me suivent, Phil Dixon qui est en Angleterre et Pierre Le Breton qui est à Nice. Au niveau des suivis des datas, tous les jours ils analysent les datas au niveau des dérives de fréquence cardiaque par rapport à la puissance. Donc c'est vraiment, et puis je travaille tous les jours. C'est vraiment, c'est rare que j'ai souvent un jour de récup par semaine, mais souvent je le prends pas. J'essaie toujours de rester un peu actif avec la moto trial, mais la régularité, je pense, c'est la clé de la performance, parce que c'est assez rare de voir un coureur qui... J'ai fait quand même aussi deuxième au général des Coupes du Monde short track et troisième du général de Coupe du Monde XCO. En première année, c'était un peu du jamais vu. Même, je crois que c'était du jamais vu. Et c'est très dur. C'est assez compliqué ce que je vais dire, mais c'est assez facile peut-être de gagner le jour J parce que c'est une préparation de 2 mois. Par contre, d'être régulier sur une saison entière, c'est pas la même chose, c'est pas le même travail. C'est vraiment un travail de plus long terme et de qualitatif. Alors justement, on va regarder ta saison plus à la loupe. Comme ça, à première vue, elle a l'air parfaite, de titres nationaux, une première victoire en Coupe du Monde, troisième du classement général. Mais il y a eu aussi des hauts et des bas. Je pense que tu te fais peur. 3 semaines avant les Jeux, en stage à Isola 2000, tu te fractures une côte. Et en fin de saison, c'est marqué par un Covid qui tombe au pire moment, juste avant les mondiaux, qui t'empêche de le disputer. Il y a eu un peu on va dire une saison en dents de scie avec ces événements-là ou pas? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des coups durs. J'ai un moment aussi qui me revient en tête et j'ai gagné mon premier short track à Val Nord et je me retrouve à me battre avec Tom Pidcock qui est quand même une légende du sport. Et une semaine après, je me retrouve un petit peu malade, voilà, je participe pas au Championnat d'Europe. Donc je dis ok, je n'y vais pas. C'était un choix très dur parce que j'étais au pic de ma forme. Jamais j'ai eu des sensations comme ça. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans mon canapé à la maison et je me suis dit, bon, ça va être un moment compliqué, il va falloir aller de l'avant. Je pars 3 semaines en stage à Isola 2000 et on fait des tests suspension et j'étais accompagné de Yolanda Neff qui a été championne olympique en cross-country. Ta coéquipière chez Cannondale. Voilà, ma coéquipière, on a fait le stage ensemble pour préparer les G et le reste de la saison. Et sur une descente assez rapide, je tombe dans une barrière, dans un fil électrique que je n'ai pas vu avec le soleil. Donc je me retrouve à m'enrouler, je prends le guidon dans la côte et voilà, gros hématome.
C'était assez compliqué parce que j'ai pas pu faire beaucoup d'intensité et on se rapprochait des G. J'avais perdu ma confiance après Val-Nord parce que j'étais pas allé au championnat d'Europe. J'étais vraiment perdu et il a fallu se remotiver et ça a été un travail vraiment de challenge. Tous les jours, j'étais là en train de me dire allez, on y va, on y va, on y va. J'ai la coach, j'ai ci, c'est ça. Bon, allez, on va au G. Et les G, ça devait être juste une course de préparation pour les championnats du monde. Et donc, j'arrive au G, je fais deuxième au XCC, je gagne le XCO. Première, c'était juste en France avec le maillot et la famille. J'ai encore les frissons, c'était assez merveilleux. Et bim, on repart en Suisse pour préparer les championnats du monde et j'attrape le Covid. Ma coéquipière, Anna Santos, voilà, elle est malade. Et aussi mon autre coéquipier, Charlie Adridge, qui a le Covid. Et puis moi, je suis le dernier à l'avoir quelques jours avant les championnats du monde. C'est vrai que les championnats du monde, c'était l'objectif de la saison 2025. Et de me dire, ok, je viens de gagner une Coupe du Monde. Si je ne suis pas au championnat du monde, voilà, j'étais à pied. C'était assez tragique de regarder les autres courir. Mais j'essaye toujours de me nourrir des moments négatifs. Je me suis dit, bon, c'est un moment à vide. Regarde la course, analyse ce qu'ils font les autres et on va se nourrir de cette défaite pour rebondir. Ça servait à rien de prendre le départ dans ces conditions-là. Non, parce que j'étais placé aussi au classement général des Coupes du Monde, même s'il en restait, je crois, 2 ou 3 à cette période. Il en restait 3 à cette période-là. Phil Dixon, mon team manager, m'a dit ok, tu vas rester dans le lit pendant 2-3 jours, même un peu plus, parce qu'on va aller chercher le général et là, ça va être le vrai objectif. Okay. Et là, je me suis dit ok, j'ai complètement zappé les championnats du monde parce que ou sinon, on peut nourrir une défaite toute l'année comme ça. Alors j'imagine que tu n'as pas forcément le temps de lire la presse et encore moins Nice Matin sur les saisons denses de Coupe du Monde quand tu es aux quatre coins du globe. Mais mi-octobre, il y a Julien Absalon qui disait dans Nice Matin justement, Luca Martin a explosé cette saison. Tu le connais bien. Qu'est-ce que ça fait quand un double champion olympique, quintuple champion du monde, dit ça de toi? C'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe quoi. Le fond de sa pensée est assez valorisant. Oui, c'est assez incroyable parce que Julien, c'était l'héros français parce que voilà, ses titres olympiques, la classe de courir, c'était le français qui gagnait tout. Et voilà, il en a gagné quand même pas mal des Coupes du Monde et avec classe. Donc c'est une grande fierté parce que Julien, je le regardais à la télé quand j'avais peut-être 8 ans et sur les Coupes de France. Je pense qu'il fait partie des personnes qui m'ont motivé à gagner des Coupes du Monde. Donc voilà, c'est une grande fierté. Je n'étais pas au courant de ça et ça fait chaud au cœur. Vous avez un point commun avec Julien Absalon, alors c'est pas le trail, tu t'es pas encore mis au trail, tu as toute ta carrière devant toi, contrairement à lui qui a changé un petit peu de discipline. Mais vous n'êtes que 3 Français à avoir été champion du monde junior, donc Julien Absalon, toi. Est-ce que tu sais qui est le 3e ? Non, mais je pense que c'était avant Julien. Martinez, voilà. Effectivement, Miguel Martinez. Les deux ont aussi été champions olympiques, forcément. Voilà, cette petite comparaison, le fait de se retrouver avec eux dans ce mini-classement, j'allais dire, c'est assez parlant et symptomatique aussi de ton bon début de carrière, même chez les jeunes. Ouais, c'est vraiment chouette, parce que je pense que bon, on n'a pas forcément besoin de gagner chez les jeunes, mais on arrive avec le talent et ça veut dire que, parce que la gagne, ça se joue forcément pas dans les jambes, ça se joue souvent dans la tête, avec des choix tactiques, des choix de matériel et l'envie. Parce que l'envie, je crois que c'est ce qu'il y a le plus important. Donc on a parlé de 2 champions olympiques, on va évoquer les JO. Ceux de Paris sont arrivés un tout petit peu trop tôt pour toi, on va dire 1 ou 2 ans trop tôt. Maintenant c'est focus sur Los Angeles 2028. Oui, je pense qu'on va rien se cacher. Avec Cannondale, quand j'ai signé en 2024, on avait bien précisé que si je signais avec eux, c'était pour un projet long, donc 2028 et 2027, avec des gros objectifs. Je vous laisse imaginer et construire pour 2025-2026, parce qu'il ne faut pas oublier, gagner c'est génial, mais des fois on oublie ce que c'est d'apprendre. Donc voilà, je sors d'un meeting de 2 heures avec mon team manager et mon entraîneur ce matin, et l'objectif de 2026 c'est d'apprendre pour arriver très fort en 2027-2028. D'autant plus que la France est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure nation au monde en VTT, que la concurrence elle est très dure. Hein. Il y a Victor Koretsky, Jordan Sarrou, Mathis Azzaro. Comment on se fait une place dans un collectif aussi dense ? Voilà, il faut choisir. Moi, la place, je pense plus à ma performance à moi. Et après, je sais que ça va être très dur, très dense, mais je ne vais pas me rendre malade. Je vais faire ce que je sais faire et on verra.
Dans ce qu'on peut voir de toi, les interviews, les reportages, les réactions d'après-course, on a l'impression que tu prends les choses avec une forme de détachement, dans le bon sens du terme. Est-ce que toi, tu as aussi cette impression et est-ce que c'est quelque chose chez toi que tu as toujours eu, voilà, une forme de tranquillité, de tempérer un petit peu les choses quand il le faut? J'essaye, c'est quelque chose, mais c'est assez naturel, j'ai envie de dire. C'est juste que j'ai envie de enjoy the life, ce qu'on essaie de beaucoup dire avec le team, parce que le team est anglo-saxon. Mais oui, j'essaye de relativiser quand je roule devant, parce que c'est vrai quand on regardait Nino Schurter à la télé, quand on avait 10 ans, ben au C'est un final, grand champion suisse, hein. en grand champion suisse, et je me retrouve à première Coupe du Monde, un peu en train de fighter avec lui, avec les épaules, tout ça, et voilà, il faut l'absorber, et j'essaie juste de rouler à mon rythme, et de kiffer un peu mon style, parce que voilà, je pense que j'ai un style aussi assez décontracté sur le vélo. Sur les courses, on voit que souvent j'essaie de faire un peu des whips, des figures sur les sauts, de vraiment profiter. Et c'est la clé de la réussite. Pour moi, c'est une clé. Alors, dans cette émission, il n'y a pas que nous deux qui te posons des questions. On va te demander de te tourner vers cet écran et de regarder. Salut Lucas, j'avais une petite question. C'était pour savoir est-ce qu'après le VTT tu comptes passer sur le vélo de route? Alors, c'est Clément Champoussin, un cycliste niçois professionnel chez Astana. Alors, une deuxième carrière sur route, c'est envisageable ensuite? Il y en a plein des VTTistes qui sont passés sur route ensuite. Pour le moment, j'ai envie de dire non parce que j'adore ce que je fais. Ouais. Le VTT, c'est tellement fun. Voilà, j'adore ce que je fais. Après, voilà, j'ai 23 ans. Peut-être quand j'en aurai dans 10 ans, à 33 ans, pourquoi pas. C'est marrant parce que voilà, j'ai beaucoup roulé avec Clément et on partage beaucoup de bons moments sur le véloroute. Mais pour l'instant, ça ne m'attire pas à voir dans quelques années parce que on sait qu'on est en plein changement. Le VTT change, le véloroute change. On ne sait pas dans quelle vraiment direction ça va aller. Donc voilà, ouais, moi, les portes sont ouvertes. Il y en a qui arrivent à parler de Tom Pidcock, Mathieu Van Der Poel. Il y en a qui arrivent à faire un peu les deux en même temps. Mais c'est difficile et on parle des meilleurs cyclistes sur route du monde. Je pense dans le passé c'était plus facile parce qu'aujourd'hui le niveau a vraiment augmenté, les circuits sont beaucoup plus techniques, il y a des choix de matériel à faire au niveau des suspensions et c'est très spécifique. On voit par exemple Mathieu Van Der Poel quand il arrive au G ou au championnat du monde, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut arriver avec une grande fraîcheur mentale que sur route ils l'ont pas vraiment avec beaucoup de jours de course, beaucoup de trajets et ils ont une fatigue assez extrême au niveau du corps. Ils ont une très grande endurance, mais pas l'explosivité. Je pense que le sport a changé, le VTT est en train de changer et a changé. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué et ceux qui vont pouvoir faire ce changement-là seront des extraterrestres. Ok, comme Jean-Christophe Perrault qui a basculé justement à plus de 30 ans et qui a fait podium sur le Tour de France en 2014, je crois. Oui, c'est vrai que c'était un événement avec Julien Absalon quand il gagne. C'était un événement où tous les Français ont regardé, mais ça risque d'être compliqué dans le futur de revoir ces événements-là. Ok. Alors, une dernière question en route. En 2021, tu faisais partie du vivier d'Arca Samsic. Ils avaient repéré une cinquantaine de talents au niveau national. Et il y avait un certain Kevin Vauquelin, notamment dans ces jeunes qui surveillaient. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode-là? Oui, il y a un épisode où j'ai tenté ma chance sur route. J'ai voulu essayer pour pas me fermer de porte. C'est vrai que j'adore le vélo route et j'avais pu essayer. Donc aussi j'avais pu faire quelques stages avec Ineos. Et c'est marrant, voilà, d'être avec, j'ai envie de dire, Monsieur Vauquelin, parce que c'est devenu, il a fait un été incroyable au Tour de France et d'être dans les mêmes sélections, c'est assez rigolo. Mais voilà, c'est vrai que mon choix après, il est parti en VTT. Ok. Tu passes beaucoup de temps sur le vélo, forcément, de par ton travail, ton sport, mais tu es passionné par un autre sport mécanique, celui-là avec un moteur, le rallye. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion, combien de temps ça te prend, et puis surtout d'où c'est venu finalement? Oui, j'adore le rallye. C'est venu de mon papa qui avait une voiture de rallye dans les années 2002, 2010, quand je suis un peu né. Donc on allait acheter le pain dans une voiture de rallye, c'est l'odeur. Et puis au final, quand j'ai grandi, je suis allé sur des rallyes depuis petit. Et je me suis rendu compte que on partageait pas la même passion, le vélo et le rallye. Bon, c'est pas pareil. Mais les gens se ressemblent énormément. Les énergies se ressemblent et la passion se ressemble. L'entraide et puis la vitesse, la mécanique, c'est très lié. Et j'ai pu aussi
fréquenter des grands pilotes comme Monsieur Delcourt, qui est passionné de VTT. Et c'est assez marrant parce que voilà, tout se ressemble, c'est un sport vraiment assez lié. Et Ok. voilà, moi c'est quelque chose que dans un moment dur, que je pense, c'est le rallye, parce que les vibrations, l'essence qui brûle, même si j'adore la nature, je suis tout le temps dans la nature. C'est un peu à l'inverse de mes convictions, mais voilà, c'est quelque chose où je prends énormément de plaisir. Le rallye sous différentes formes, ça peut être le rallye raid à la télé, ça peut être les rallyes plus locaux quand tu es ici, c'est Moi, quelle forme ça prend? moi je suis beaucoup plus rallye asphalte, Monte Carlo, voilà, quand il y a le Monte Carlo au mois de janvier. Moi, je suis là-haut, Turini, il fait moins 5 degrés, je me fais un petit feu, je suis le plus heureux. Et là, il va y avoir le rallye du Var et je vais être super content de pouvoir aller voir les copains. Et en habitant dans les Alpes-Maritimes, forcément le terrain de jeu est parfait pour ta pratique, même si vous bougez beaucoup en fonction des saisons également. Est-ce qu'il t'arrive de faire autre chose, de randonner, de te balader, de faire d'autres sports finalement, moins dans l'entraînement pur? Oui, à Nice, on a beaucoup. À Nice, on a la chance d'avoir la météo et les montagnes. Je passe beaucoup de temps dans le Manchove avec le vélo et puis j'aime beaucoup marcher. C'est vrai que je fais beaucoup de marches, de courses à pied. C'est quelque chose de très simple. On met des baskets et puis on est dans la nature, on sent les arbres, on sent la forêt et puis on entend les oiseaux et c'est un moment de détente que je peux avoir. Le Montferrion peut-être aussi, était originaire de Tourette-Levens, il y a pas mal de choses à faire dans les alentours, sans aller très loin finalement. On a tout à côté, c'est ça l'avantage de Nice. C'est pour ça que c'est une ville de sport parce que on a Isola 2000, on a Oron qui est à 1h30 de Nice, on se retrouve à 2000 mètres d'altitude, je fais beaucoup de préparation d'altitude en été, donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel d'avoir cette région-là. Alors tu l'évoquais, une saison c'est très prenant, tu parlais de 180 quelques jours partis avec le team. Tu aimes cette vie de nomade? Oui, beaucoup de gens appellent ça cette vie de nomade. Pour moi, c'est pas une vie de nomade parce que je pars une semaine, je rentre 3 jours, et c'est vrai que ça me dérange pas parce qu'on a la chance, ou je sais pas si c'est une chance, mais on a un gros staff autour de nous avec le team et une entente exceptionnelle. J'ai des coéquipiers qui sont où on a un attachement vraiment, sont plus que des amis parce qu'on passe des moments incroyables ensemble. Je pense que je vois plus mes coéquipiers que ma copine parce que voilà, quand on passe notre journée ensemble, on passe notre journée ensemble sur le vélo, au repas et au massage. Moi, ça me plaît parce qu'on voit beaucoup de pays. Par contre, voilà, pendant ma coupure au mois de novembre, je pars pas en vacances parce que l'avion, tout ça, moi, je préfère rester à Nice, aller sur la prom, boire un petit café, j'en remonte, ça c'est les vacances pour moi. Te ressourcer dans ta terre d'origine. Profiter des bons plats de maman aussi, on a cru comprendre que c'est l'avantage de revenir dans le coin. Oui, moi j'aime bien aller chez maman, aller chez ma grand-mère pour manger les petits raviolis, voilà, la soca, des choses très simples, mais c'est aussi les meilleurs moments de l'année quand j'arrive à aller chercher mon neveu à l'école. Voilà, c'est des moments super simples et qui créent un peu ce lien très fort. Alors, tu avais fait une formation Bac Pro électrotechnique en parallèle de ta carrière naissante du VTT. Si tu n'avais pas fait carrière dans le VTT, tu sais, là, dans un type de métier que tu serais dirigé? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que je me serais tourné vers l'automobile au niveau des ventes de voitures, mais c'est vrai que l'électricité, c'est un très beau métier. Mon papa a une société dans l'alarme et la vidéosurveillance. J'ai beaucoup travaillé avec lui, mais voilà, ça serait un travail. C'est vrai que pas beaucoup de gens connaissent le métier passion. Moi, j'ai la chance de le faire avec le vélo, mais l'électricité, c'était pas vraiment ma passion. On a lu que tu n'étais pas forcément accro aux réseaux sociaux, ce qui est plutôt une bonne chose pour s'aérer l'esprit a priori. Les soirées chez toi, c'est plutôt bouquin, tu cuisines, c'est cinéma, c'est voilà comment tu fais autre chose finalement que le téléphone où on passe un peu trop de temps peut-être. Moi, une soirée chez moi, c'est barbecue avec des amis ou la famille. C'est vrai que le téléphone, j'essaie de l'opposer. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que voilà, on n'est pas dans un monde. Moi, j'aime bien le monde réel avec les copains. Une bonne viande au barbecue, ça fait toujours plaisir. Et des jeux de société. C'est vrai qu'une soirée de jeux de société, c'est vraiment sympa. Merci Lucas d'être venu sur ce plateau et d'être revenu sur ta saison, sur ce qui arrive. Merci à toi Romain de m'avoir accompagné et merci également à Philippe Bertini, Sophie Doncet, Chloé Wargard à la préparation et à la réalisation de cette émission et à bientôt pour un nouvel épisode de Terre de Champions. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.